Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Merci d'écouter RFM à l'heure de l'émission Enjeux. Nos invités aujourd'hui, l'homme d'affaires Georges Sassine, président de l'Association des industries d'Haïti, qui interviendra sur l'accord de partenariat conclu avec l'association américaine, la American Apparel Footwear Association à Washington. Georges Sassine sera aussi interrogé sur le dossier des parlementaires américains qui souhaitent que l'administration Trump aide Haïti à collecter les taxes à la frontière avec la République dominicaine. Notre deuxième invité est la présidente de la fusion des sociaux-démocrates, parti qui fait face à une crise interne depuis la réélection de ses dirigeants dimanche dernier. Et puis notre troisième invité est le ministre de la Défense, M. Hervé Denis, qui sera interrogé sur le dossier des forces armées d'Haïti. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Même j'ai encore besoin d'énergie pour lui bien fonctionner, c'est comme ça qu'ayou ak business ou besoin d'énergie pour toute bagaille qui a bien marché. BNC, banque qui a pensé pour ou gagner solution problème ou Crédit Énergie. Crédit Énergie, c'est un produit que BNC poté pour aider à acheter matériel dans batterie, panneaux solaires, génératrices, avec tout accessoire pour gagner courant par 24/24. BNC a financé produit ou a besoin jusqu'à 90%. Ou a entre 24 et 36 mois pour rembourser. Crédit Énergie, c'est plus bon partenaire ou qu'a choisi pour gagner courant par tout le temps la caillou ak nan business. Passez vin appliquer pour joindre Crédit Énergie par là dans n'importe qui salle BNC qui puis près la caillou. N'importe au prince, tant que dans ville province. Thème à conditions applicables. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Moun marché de saline, Gonaïve, Gomon, Mamlade, c'est Mac, mais Unicat nous oui. Est-ce que nous déjà gagnons Unicat? Ça n'a pas d'excuse quoi nous, mais Unicat débarque la Tibonite. Ou c'est client Unibank, mais on peut qu'on gagne Unicat. Passez dans ce qui sale c'est Mac, ou soit dans ce qui sale Gonaïve là, rempli formule nous, et puis posé. C'est salier même oui, de pour ces clients Unibank, ou qu'à gagner 4 crédits Unicat. Pas dormir rêver, ou à passer 4 crédits, marché pressé. Al dans ce qui sale Unibank et puis mandez pour Unicat par là. Agent Unicat yo ap dans toute zone la Tibonite là pour accompagner nous. La Tibonite oui, pays la long, pays Tiri, Forti madame, par les 365 portes, ni d'amour, pays Unicat, mais Unicat nous oui. Unicat, côté passé. Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Nous avons avec nous le président de l'ADI, l'Association des industries d'Haïti, M. Georges Sassine, qui souhaite faire une visite à Washington, côté quand même il y a des nouvelles qui tombent. M. Sassine, bonsoir. Bonsoir Rothschild. Alors, Georges Sassine, nous connaissons qu'il y a une importante mission du secteur privé, notamment de l'ADI, qui était allé à Washington, qui était vraiment objectif visite ça que nous sommes effectués dans la capitale fédérale américaine. Bon, premièrement, nous sommes partis parce que nous avons après plusieurs mois de discussion, nous avons finalement occasion pour nous signer un accord de partenariat avec le AAFA, qui est l'American Apparel Footwear Association, qui représente à peu près 94 000 membres, pas des moindres, tout gros noms qu'on connaît de Nike, de Jockey, de Hanes, de Van Munzayo. C'est eux-mêmes qui achètent des vêtements à travers le monde, comme on connaît, les États-Unis, c'est le plus gros marché. Mais surtout, pour que ça nous voulait signer ça avec eux, c'est parce que, comme on connaît, nous ne sommes pas capables de faire souliers en Haïti pour nous exporter aux États-Unis. Donc, il n'y a pas l'assister nous pour que nous demandions mettre souliers dans Hope, ce qui va représenter pour nous à peu près 20 à 25 000 emplois en plus, si nous sommes capables d'attirer les gens pour venir faire souliers dans le pays. Donc, c'est surtout pour ça, c'est pour collaboration. Et c'est des gens que nous connaissons longtemps. Et yo même politique par eux, c'est que
on prend Haïti par exemple, tout ça que Haïti fabriqué, que tout l'argent que Haïti fait, en pile dans l'argent, ça retourne aux États-Unis parce qu'en pile bagaille que nous gagnons en Haïti, c'est aux États-Unis d'acheter. Tandis que là, on article fait en Chine, 100% article là est en Chine et l'argent est en Chine. Donc, c'est pour ça qu'on encourage nous et nous tous les deux, nous très contents. Et son bagage qui est très, très important, surtout pour nous, dans la mesure où nous entrons dans un circuit là, côté n'a déjà connaît, qui côté demande, qui monde qui fait demande, que c'est que nous sommes capables de viser demandeurs ça pour nous essayer d'encourager, c'est en Haïti pour venir. Donc ça veut dire que son accord sien qui ouvre d'autres portes pour nous au niveau du secteur des affaires, du secteur privé, notamment le secteur industriel? Oui, surtout pour le secteur sous-traitance et textile là, et comme je viens de te dire, pour faire fabrication de souliers, chaussures. Mm-hmm. Donc là, ça veut dire qu'à partir de l'accord, ça, nous sommes capables de produire des chaussures pour l'exporter sur le marché américain. Si bien sûr il est passé au niveau d'Europe, nous ne pas l'introduire en Europe là? Oui, c'est ça, et il va l'accompagner nous, parce qu'on est ces congrès pour bas ou Europe là. Donc, il va l'accompagner nous. Donc, ça veut dire que notre voix est beaucoup plus forte, nous accompagnés par l'industrie vestimentaire et de chaussures américaines. Donc, nous avons beaucoup plus de voix et de force pour nous demander, pour nous. Nous connaissons que nous avons perdu un petit peu de tradition ça avec justement invasion marché noir de produits pépés, etc. Donc est-ce que nous connaissons une compagnie qui a vendu chaussures qu'on y a en Haïti? Est-ce que ça veut dire que son business que nous sommes capables de reprendre pour reprogresser encore une fois dans le secteur ça en Haïti? Bon, premièrement, pas quoi que pour le moment nous sommes capables de lutter contre l'industrie PPA parce que l'industrie vêtements PPA, c'est des bons vêtements qui vendent très 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 bas. Donc c'est pas ça n'a visé nous même ça n'a visé monde qui fabrique monde qui achète vêtements des grandes marques les Foot of the Loom, les Hanes, les Gap que yo capable faire un peu dans vêtements en Haïti. Ça c'est une. Deuxièmement, nous t'a aimé que Nike et Asics bon monde qui fait souliers que viennent faire un peu souliers en Haïti. Donc ça représente pour nous même qui ça n'a cherché créer emploi. Plus monde que nous bail travail, c'est plus payable, stabilisé. Donc c'est ça n'a cherché. Donc ça veut dire que ça veut dire que gens qui veut produire énormément de chaussures de tennis, notamment faire en Haïti, vous produire sur place. Oui, exactement. Bon, nous pas capables de produire tout ça Nike a acheté, mais au moins nous capables à travers des demandes, nous capables viser à créer à peu près 25 000 emplois. Donc, Georges Sassine, ça veut dire que à quoi ça que nous signons avec l'association américaine, et sont accord qui est très très important. Excessivement important parce que lui mettez nous non circuit côté que nous pas isolés qu'on nous fait partie de circuit ça que nous connaît ça qui passer et qui côté pour nous aller qui ça pour nous faire ce qui est très important nous pas n'en faire nous encore. Et au niveau de l'Europe, est-ce que même nous sommes parlé des noms fait lobby auprès du Congrès américain pour passer question chaussures là au niveau de l'Europe? Oui, exactement parce que on prend industrie textile et vestimentaire là par exemple ou gagner tout le monde ça cap coup en Haïti mais fil là par exemple côté le sorti d'après où ils sont aux États-Unis donc il y a intérêt américain que nous fait travail là bas ici comme ça n'acheter intrants dans main yo même tout il y a intérêt pas yo que nous red boy ici. Deuxièmement on Haïti stable dans intérêt les États-Unis tout plus nous créer emploi plus Haïti a bien stable. Alors concernant le secteur chaussures là, est-ce que nous gagnons main-d'œuvre là sur place en Haïti ou bien pas l'entraîner nous comment ça va se passer? Bon, encore une fois, c'est ça les low skill labor parce que ça c'est à la chaîne vous fait. Bien sûr, nous comme on connaît a dit 2 centres de formation qu'on nous pas obligé et chercher à apprendre monde à produire soulier tout. Mais JLL chose Jean-Lucien Digondé, un américain qui fait rentrer en partenariat avec lui, il a fabriqué souliers et pour non seulement localement mais pour être capable d'exporter mais pour le moment il est pas capable d'exporter. Alors, est-ce que nous avons un échéancier pour ça, justement, et pour faire passer ça au niveau de Europlan et qu'il a commencé à travailler avec Congrès? Bon, c'est pas aussi simple que j'en dis là. Je rappelle que c'est nous-mêmes qui avons fait la passée en 2006, ensuite en 2008, ensuite en 2010, et puis nous avons fait extension en 2015. Il y a un moment, il faut choisir qui est pour faire. Parce que pour nous faire demander ça, il faut nous tendre le Congrès à discuter de ça, les trade issues, à discuter de accords commerciaux. Donc, l'année prochaine, nous croyons que un véhicule, donc depuis qu'on y a, nous allons commencer le travail pour nous commencer à mettre dans la tête que mais ça n'a pas cherché et que l'autre, ça va le faire, mettez là-dedans.
L'autre grande nouvelle, c'est la position exprimée par des congressmen qui écrit administration Trump justement pour aider l'État haïtien à collecter les 400 millions de dollars qu'on a perdu sur frontière avec la République dominicaine. Donc ça, on connaît que c'est quand même son chantier très important pour nous-mêmes au niveau du secteur privé. Oui, mais après, rappelons que l'a dit quand même, c'est 2/3 membres, c'est production nationale. Et production nationale, là, je dis, a souffert en pile de affaires contrebande. Donc, nous-mêmes, nous essayons plusieurs fois avec les autorités locales. Mais, par exemple, le président Moïse, Jovenel Moïse, qui est élu là, ce n'est pas lui qui vient à contrebande, son bail que monsieur hérité. Donc, ça n'a pas essayé de faire, n'a pas essayé de joindre un moyen pour bailler le gouvernement plus d'atouts, plus on dit, je ne vais pas utiliser moi, mais de bois d'air, mais pour que, justement, nous soyons capables de tacler. Parce que vous connaissez très bien que le contrebande, c'est des gens très puissants. Je ne parle pas des contrebandes qui sont sur motocyclette, chez Jean Béfontia qui tournent avec une petite boîte. Ce n'est pas ça le contrebande. Ça, les passants bas fil fait. Contrebande, c'est camions qui traversent les frontières, qui vendent marchandises, ciment, fer, etc. en grande quantité à des prix beaucoup plus bas. Donc, étioler, si tu veux, production nationale. Non. Et production nationale, là, elle emploie plus de 200 000 personnes. Donc, chaque fois qu'une compagnie haïtienne qui a produit, qui ferme, son paquet de monde qui a perdu du travail. Plus, le pays a lui-même perdu dans l'indépendance. Je te rappelle qu'un pays qui, sa souveraineté est mesurable avec sa capacité de générer ses propres revenus. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire. On a essayé d'aider pays, nous, le gouvernement, nous, parce que le gouvernement, c'est pour nous lier tout. Pour aider eux faire travail là parce que nous connaissons très bien la situation. Donc là, nous-mêmes, nous accueillons très bien nouvelle ça que si congressman écrit administration Trump. D'ailleurs, la question a même été évoquée lors de hearing qui était faite pour capable confirmer secrétaire d'État Pompeo. Exactement. Et alors, question ça que le sénateur Coker posait et M. Pompeo dans le hearing, c'est très important parce que l'entrée dans le Congressional Record que le Sénat américain et la Chambre, comme tu as vu là, il y a la lettre là, signée par républicains et démocrates qui demandaient à l'administration font pencher sur le problème en Haïti parce que c'est un problème qui non seulement a fatigué Haïti, mais qu'on y a des possibilités de trafic d'armes, de trafic illicite de drogue, tout ça. Donc, les Américains, ils ont intérêt là-dedans, dans la mesure de sa sécurité à lui-même. C'est la défense intérêt pas. Nous-mêmes sommes pas avant Américains. Donc, si nous-mêmes nous sommes trous, côté bas, la rentrer en Bali, donc, lui-même, il faut le garder. Donc, c'est là que nous-mêmes sommes intéressés à aider nous faire travailler ça. Et nous, avec Palito, dit que le fait que la situation assistance internationale a baissé en pile, donc Haïti a besoin qu'on parle pour capable prendre soin de tête. Exactement. Après tremblement de terre, nous recevons un paquet d'argent. Après ça, nous avons gagné à faire l'argent Petro-Caribéa. Tout l'argent, ça a fini. Ensuite, je me rappelle que dans la zone juin comme ça, nous ne sommes pas obligés de monter prix et pétrole là, sur le marché. Donc, ça peut créer des tensions. Mais si ou même, pas oublier déficit budgétaire, nous, avec 250 millions de dollars, là, nous avons perdu plus de 400 millions dans fait contrebande. Donc, si au moins nous sommes capables d'entrer 250 millions, donc ça veut dire que son pays qui met tête li. Donc, c'est ça qu'on a cherché à faire, pour que le pays vienne mettre tête li. Nous disons qu'on fait l'armée, nous-mêmes d'accord, mais à qui ça nous va faire? Nous ne pouvons pas demander étrangers bon l'argent pour nous faire l'armée, pas des nationaux là pour nous reconstruire. Nous ne pouvons pas demander blancs bon l'argent pour nous faire. Donc, ça que l'argent pas nous pour nous faire li. Donc, quand l'argent pas nous, il est sous frontière. Donc, ça veut dire que Georges Sassine, en tant que président l'a dit, ou quoi que le fait que le congressman a écrit administration Trump, donc c'est pas le bon point de balance pour faire le dossier soit avancé. Oh, exactement. Parce que pour que le gouvernement américain agisse, il faut que le Congrès aballe l'ordre. Parce que c'est comme ça le système nan yé. Ou pas ambassadeur qui ici, il pas capable faire même c'est exécuter là, exécuter ça veut dire le fait ministre que fait non mais monsieur Pompeo, c'est exécuter là, exécuter mais le Congrès a demandé l'on bagaille, il est obligé écouter parce que c'est comme ça le pays a fonctionné aux États-Unis. Et nous avons parlé de drones, de caméras, etc., qui sont capables d'aider Haïti à déployer, formation, training pour agents douaniers, etc. Oui, mais c'est pas et là les compagnies ça qui est les HLSIA qui gagne tout ça pour les dos parce que c'est pas en Haïti que ont inventé tout ça. Compagnie ça au Rwanda. Le Rwanda a 5 frontières et pourtant rien pas jambé parce que yo aidé monter frontière li bien. Donc le Rwanda yo dit son exemplaire pour tout le monde. Donc, on croit que vraiment, et avec intervention américaine en question, donc son dossier qui parle avancer, quoi.
Bon, n'a poussé jusqu'à ce que nous arrivions joindre l'autre bail tout nous demander américains hein, pour c'est pas seulement venir mettre douane etc. Faut l'aider l'État haïtien lui-même, la douane, la GD, faut l'aider dans monter travail. Je te rappelle que officiellement nous supposons qu'il y a 4 postes frontaliers. C'est Wanamètre, Pédernal, Malpasse et non, Malpasse Ibani oui et en bas et en chapitre. OK? Donc nous identifions 59 côtés marchandises à travers ces frontières. Donc, ce n'est pas normal. La République dominicaine a 6 000 soldats sous Bhopal. Nous-mêmes, nous avons 186 policiers. Donc, nous déjà ouais que nous pas en état de faire rien de sérieux. Donc, et nous avons perdu en pile l'argent. Et nous dit qu'on a perdu comme et puis ça gêne exactement la production locale aussi, les industries locales. L'hygiène et production locale là, parce que la descendue chaque jour passé, contrebande entrée, production locale là baissé. Ensuite, ou par contre qui qualité marchandise qu'on va recevoir là non plus. Œufs par exemple capable, ou par contre dans quelles conditions que œufs a fait, ou par contre qui les œufs ça a été pogné aussi ces œufs une semaine. Moun gen malade sous compte médicaments etc. Donc tout ça fait partie de un problème de santé là-dedans en plus de problèmes économiques là. Donc tout ça, même comme l'État, comme l'État et comme peuple, il faut que nous défendions l'intérêt pas nous. Et quelles sont les attentes justement du secteur des affaires par rapport à l'initiative ça que le congressman prend et qui a marché à Washington? Eh bien, attente nous, c'est que nous jouons nos moyens pour que nous tous ensemble nous marchions avec l'État haïtien. Parce que nous-mêmes tout, il faut nous d'accord pour nous consommer production locale là. Il faut nous d'accord pour nous pas acheter marchandises qui passent en bas fil fait. Il faut nous d'accord tout ça. Il faut nous-mêmes tout nous participer là-dedans. Parce qu'au niveau du secteur privé, quand même, il y a un membre qui participait justement dans la contrebande. Mais c'est clair, mais c'est nous tous Haïtiens, il y a un paquet de Haïtiens coupables, mais la majorité des Haïtiens pas coupables, c'est victimes. Mais ou pas capable d'empêcher un monde qui grand goût non plus, ou porter manger à balai à un prix moins cher, ou pas capable d'empêcher acheter. Mais c'est même l'État qui pour mettre en place des structures côté pour monde joindre tout bail ça d'une façon que le capable de joindre. Et qui appelle le même nous souhaiter au niveau adressé à l'État, justement, sur cette coopération qui est capable de venir avec les États-Unis sur le dossier de la contrebande. Nous demandons l'État haïtien d'accepter la coopération, ça, pour que lui-même, lui joigne moyens pour le faire travail d'État. Parce que l'État, c'est quoi? L'administration de l'État, c'est l'administration du pays. C'est qu'on compagnie que l'État. Le président, c'est le chef de compagnie. Hein? Tout ministre, tout le monde, ce sont des employés. Pour faire compagnie en marché, payer à son compagnie lié. Faire le marché, faire l'argent pour que l'employé, nous tous employés, nous pour que nous-mêmes nous joignons ça nous accompagnons pour nous toucher. Pour revenir sur la question du secteur privé, nous connaissons que, bon, et question salaire là, on peut le rebondir encore une fois là. Et qui appréhension, Georges Sassine, en tant que président de l'ADI? Bon, c'est pas appréhension, malheureusement, d'abord, je rappelle que c'est ADI, et l'objet nous a fait pour Hope, c'est nous-mêmes qui jouons à Hope là, et c'est nous-mêmes qui demandons dans nos Hope là, que Factorio soit inspecté et certifié par l'OIT. Donc l'OIT voit on branche ici qui est les Better Work. Job Better Work, c'est assurer que par un petit monde qui travaille, que les règles internationales en matière d'emploi soient respectées. Donc attendons-nous. Et c'est ce qui a permis aussi la création de tout syndicat qu'on est là. Mais nous souhaitons que le syndicat tout commence à fonctionner comme un petit genre plus logique. Et table de dialogue là que nous avons essayé de monter, justement, c'est pour nous faire face à toute revendication, mais d'une façon civilisée, que nous pas besoin de prendre la rue, nous pas besoin de gourmet, faire grève, craser factory. Au contraire, factorial bon pour moi, il est bon pour ouvrier à tout. Donc, job syndicat et job pas moins, c'est fait que factory a marché, que ouvrier a joindre, ça le supposé joindre, dans un encadrement qui propre, que est capable de faire travailler bien, et que pour tout le monde joindre, qu'on a tout l'autre pays que ça fait. Mais c'est pas un moyen non plus pour que on fait des débats politiques pour nommer un élu, sénateur, député, des choses comme ça. C'est pas ça. Donc selon nous prenons la concertation pour capable faire face à la situation ça, au lieu que nous passer justement dans l'autre secteur là qui fait comme si grève, etc. Mais la violence pas jamais résoudre rien. La violence c'est tout le monde qui a perdu. Au contraire, nous-mêmes nous disons, faut nous tous nous gagner. Faut me gagner, mais faut gagner tout même. Donc, en nous chita ensemble, c'est dans le dialogue que vous dites, mes problèmes, moi, dis mes problèmes pas moi. Donc, si par exemple, vous demandez 10, je dis, mon cher, je ne suis pas capable de 10, mais en nous, si nous sommes capables de faire sous 6, là, ça, nous tous les deux, nous gagnons.
nous tous les deux, nous pas perdus. C'est ça pour nous mettre dans la tête. Il faut que nous tous les deux, nous pas perdus. Alors, pour le finir, comment la situation est là concernant le secteur sous-traitant, parce qu'on connaît que sur le secteur, tu mettais en pile espoir sous lui. Je pensais que vraiment, tu as pas créé des dizaines de milliers d'emplois sous 5 ans. Est-ce que la perspective est toujours bonne? Qu'est-ce qui a passé qu'on y a un jour ça? Bon, je me rappelle que là, nous commençons ça en 2005, il y a 9 000 personnes seulement qui travaillent. Je dis, nous dépassons 50 000 personnes. Donc, pour que ça nous parle plus vite, c'est parce que tu as un problème d'infrastructure, tu as un problème de building. Mais comme tu as vu, non seulement le secteur privé a investi dans le building, on prend le groupe Villa d'Igneron, le groupe APED et le groupe Bidjo à la Fito, mais l'État lui-même tout l'a investi. Si vous regardez dans son appui là, après des constructions qu'a fait parce qu'il y a déjà un client. Nous avons un client pour tout le bail n'a construit. Donc plus n'a construit, plus n'a besoin. Mais bien sûr, nous ne sommes pas capables de continuer pour nous dire nous pouvons mettre 2 millions de monde travaillent dans le secteur ça parce que c'est pas bon pour nous non plus parce que c'est un secteur qui est fragile. Mais son secteur permet tout employer une certaine quantité de monde pendant ce temps où même l'État et nous l'autre reste population font développer production nationale là et font développer éducation, font développer santé. Nous-mêmes sous-traitance qui ça le permet, il bon temps ça pour faire ça. Mais on pas capable de faire sous-traitance pendant 50 ans, c'est pas possible. Alors donc nous croyons que l'emploi va venir vraiment au niveau du secteur de la sous-traitance, le film mettre toute infrastructure ça en place, il y a l'autre emploi qui va venir. C'est clair, c'est chaque jour nous gagnons demande. C'est simple, je dis au besoin building ou pas besoin. Parce que tout building qui a construit là, tout gagne demande pour eux. Alors, toujours parler de questions de l'environnement, des affaires. Bon, ça tout, en tout, eh bien, moi-même, philosophie pas moins, c'est que si demande c'est forte, l'État peut l'obliger à fonctionner en l'autre gens. Côté la plus simple, plus facile pour faire business dans le pays. Donc pour nous finir, nous avons dit que tout ça que nous faisons au niveau de ce qui a passé à Washington est très prometteur pour Haïti, ça me paraît. Oui, c'est pour ça que nous faisons, c'est parce que si nous avons que pas gagner, nous ne pouvons pas continuer à monter à Washington, il faut monter à avion. Merci beaucoup, Georges Sassine, le président de l'ADI, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. D'accord, merci, Rothschild. Alors, Mme Edmond Soubise-Bozil, la présidente de la fusion des sociaux-démocrates, elle est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Mme Bozil, bonsoir. Bonsoir, bonjour, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent de partout. Et toujours un plaisir d'être avec vous, Rothschild. Mes salutations aux auditeurs et aux auditrices. Alors, Mme Bozil, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la fusion est en crise? Vous aviez organisé votre congrès récemment, donc votre élection est contestée par des groupes de la fusion des sociaux-démocrates. Est-ce qu'on peut dire que le parti est en crise aujourd'hui? Je refuse d'utiliser le mot crise. C'est vrai que si on parle de crise, c'est quand, en termes médical, c'est qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui est en crise et qu'il faut trouver et une prescription d'un médecin pour pouvoir guérir ce malade ou cette malade. Je dirais de préférence que la fusion traverse dans tout ce qui est mouvance politique, il y a des hauts et des bas, et que nous traversons un moment difficile par rapport au fait que dans un système démocratique, dans un parti qui se dit démocratique, nous ne pouvons accepter ni la dictature de la minorité, ni la dictature de la majorité. Nous privilégions toujours le dialogue au sein de la fusion, et c'est pour cela que je dis, ceux qui contestent le Congrès, ils savent pertinemment qu'il y a au sein du parti des instances capables de favoriser le dialogue. Nous avons le comité d'éthique, comité de discipline, comité de conciliation. Donc, on peut faire appel au prescrit des statuts pour pouvoir trouver réponse à des divergences dans l'analyse de comment on interprète les articles des statuts. Ils disent, premièrement, avoir interprété l'article 155.5 et l'article 144 pour dire que le directeur sortant, les membres du directeur sortant ne peuvent pas et prétendre avoir un nouveau mandat. Je lis pour vous. L'article 55.5 se lit comme suit. Le président, les vice-présidents, mais le est là, hein, je laisse le féminin pour les gens peuvent comprendre. Secrétaire général, secrétaire général adjoint, les secrétaires nationaux, les membres des coordinations départementales, les membres des coordinations communales et les membres des coordinations des sections communales ont le droit de briguer 2 mandats successifs. C'est l'article 55.5. Après le 2e mandat, ils doivent laisser passer un intervalle minimum du nombre d'années correspondant à leur mandat avant de se porter candidat au même poste. J'ai été élu président du parti
avec Ousmane Pradel comme secrétaire général au deuxième congrès du parti tenu à Mirbalais en septembre 2011. C'est le congrès qui vous confie un mandat. Donc, j'ai reçu le mandat du congrès de Mirbalais. Donc, d'après ce que je viens de lire, j'ai le droit de participer aux élections du 3e congrès pour devenir présidente. Maintenant, il y a un autre article qui est cité par les contestataires, c'est l'article 144. L'article 144 des statuts dit ceci. Les dispositions de l'article 55.5 ne concernent pas les mandats en cours. Ceci pour vous dire en termes clairs que l'équipe actuelle, ceux qui étaient membres de l'ancienne direction et qui aujourd'hui sont élus par le Congrès, ils peuvent se porter candidats au même poste au 4e Congrès. Alors, est-ce que vous êtes prête à faire la paix avec Victor Benoît, le professeur Victor Benoît, membre fondateur de la fusion, conseiller spécial, qui est aujourd'hui, qui n'est pas content, qui a dit clairement qu'il n'est pas content de ce qui s'est passé? Je termine avec, avec les propos concernant les élus. C'était aussi pour vous dire que beaucoup d'élus étaient présents. Nous avions 4 députés sur les 4, 3 étaient là. 3 étaient là et ils ont voté. Nous avions des maires, nous avons le maire de Dondon qui était là, mais beaucoup de Kazakh. On avait au moins 15 cartels de Kazakh présents et qui ont participé au vote. Et des Azèques, je ne sais pas combien de cartels d'Azèques. Ils étaient là et ils ont voté. Donc, ceci pour vous montrer que c'était un vote fait dans la transparence, mais au respect des règlements et des statuts du parti. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Victor Benoît aujourd'hui, Edmond Tsipis? Oui, je vais répondre. Qu'est-ce que je peux dire à Victor Benoît? Je pense qu'il a erré peut-être de mauvaise foi. Il a erré, et comme le conseiller spécial de Serge Gilles eut à le dire le vendredi 20 dans l'après-midi au Congrès, notre patriarche qu'on respecte beaucoup, il eut à dire que quand on est dirigeant et qu'on se réclame de la social-démocratie, on dialogue, on discute à l'interne dans les structures qui sont consacrées à cette fin, la direction du parti. Et si on n'arrive pas à nous mettre d'accord, puisqu'il y a une majorité, c'était toujours le cas, quand il y a une majorité qui décide, donc quel que soit l'individu, même moi, je suis obligé de me courber. C'est jamais le parti d'Edmond, n'est-ce pas, Rothschild? C'est le parti Fusion des Sociaux-démocrates. Donc, la présidente n'a pas le dernier mot. C'est la direction qui décide. Et la direction a décidé, et Serge, de dire, vous ne pouvez pas aller laver le linge au grand jour, par devant la presse, lorsque vous avez tort à l'interne. Vous êtes tout sauf démocrate. Donc, si Victor Benoît a erré comme conseiller spécial, j'ai ouï dire aussi qu'il a démissionné, on n'a pas reçu de lettre, qu'il a démissionné comme conseiller spécial et même comme membre du parti. Bon, je pense que ça aurait été une erreur de sa part et que la fusion des sociaux-démocrates dit toujours qu'elle est à l'avant-garde du dialogue. Je l'ai souvent dit et je le redis aujourd'hui, la fusion est toujours... C'est un parti qui est proactif. Il y a une capacité de proposition. Donc, Victor Benoît était toujours là dans tout ce qu'on entreprenait. Donc, ceci pour dire qu'on lui a tendu la main le dimanche lors de la clôture, tant et Ousmane Pradel que moi. Nous lui avons dit, ce qui est conseil spécial, vous avez fait une mauvaise analyse, vous aviez mal compris les articles, vous aviez mal lu, vous aviez dit avoir choisi des jeunes. Nous ne voulons pas remettre le parti aux jeunes, mais je dis que ces jeunes sont très proches de moi. Ils sont entre 47 et 50 ans. Ils sont très proches de mon âge. Donc, en ce sens, ça veut dire que nous avons presque le même âge. Donc, pourquoi parler de jeunes alors qu'au sein de la direction, nous avons des personnalités très jeunes. Célico Moïse n'a pas encore 30 ans. Nous avons Mona Jean qui est vice-présidente. Nous avons des gens qui sont très jeunes au sein de notre direction. Nous avons beaucoup de professionnels, bien entendu, docteur Jean-Hugues Henry, que vous connaissez sûrement, docteur Debussy Damier, docteur Prince-Pierre Sanson. Donc, nous avons des jeunes cadres, des professionnels aussi, et Yves-Rose Morquet, Ghislaine Monpremier. Donc, ce sont ces personnalités qui sont nouvelles. Certaines d'entre elles sont nouvelles et elles vont nous permettre, elles vont nous aider à nous ouvrir, à continuer à nous ouvrir et aux universités, à nous ouvrir aux coopératives, à nous ouvrir
au secteur affaires, faire en sorte que nous puissions effectivement être à l'avant-garde de ce qu'un parti doit être, de ce qu'un parti, le rôle qu'un parti politique doit jouer au sein d'une société. Donc, voilà ce que nous faisons au sein de ce parti moderne. Nous pensons que la fusion a donné le temps, donne le temps et donnera le temps. C'est pas le fait qu'il y ait et ces prises de parole publiques. Non. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que ce n'est pas nécessaire, ça n'aurait pas été nécessaire, on aurait dû. Bon, c'est déjà fait. Quand on est devant une situation, il faut savoir en tant que leader comment dépasser la situation. Nous sommes à ce stade, nous préparons notre retraite et je crois que bientôt, d'ici un mois, tout ceci ce sera derrière nous et nous allons continuer à inciter d'autres partis politiques à emboîter le pas. Le parti politique, c'est une institution appelée à renouveler la classe politique. Donc, c'est bon d'avoir des partis politiques qui fonctionnent comme nous. Aujourd'hui, je crois que la fusion est le seul. Nous sommes le seul qui fonctionne comme tel. Et c'est pour cela que je pense, dans ce qui se passe, il se pourrait qu'il y ait des mains invisibles. Je ne sais pas, je ne peux pas citer de nom, mais je sens qu'il y a des mains invisibles. Ce que fait la fusion peut déranger. Alors pour terminer de Bonne-Posite, vos commentaires concernant des points forts de l'actualité, la question du remaniement, la question des états généraux sectoriels de la nation, lancée par le président de la République, et globalement, comment vous jugez la situation actuelle, Madame la Présidente? Depuis plusieurs années, la fusion fait la promotion d'un dialogue national pour la signature d'un pacte de gouvernabilité. Nous sommes allés plus loin, et il y a peut-être 2 ans de cela, parce que nous nous sommes dit qu'il faut un projet national, il faut nous mettre d'accord sur le projet d'abord, parce que quand on réduit au pacte de gouvernabilité, on voit les actions du gouvernement, comment le gouvernement va gérer en regard des tiers et en regard des lois établies. Ça, c'est le pacte de gouvernabilité. Mais nous nous disons qu'il nous faut avoir un projet national. Et de ce projet national découlera ce pacte qui pourra être signé par les différents acteurs, tant des partis politiques, de la société civile et du pouvoir établi. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une volonté exprimée par le président Jovenel Moïse d'enclencher un processus de dialogue. Pour faire quoi? Et c'est ce qui dérange. Il a mis un qualificatif derrière les états généraux, il a mis le qualificatif sectoriel. Et c'est ça, c'est ce qui dérange. Nous autres de la fusion, nous l'avions analysé, nous l'avions pesé, sous-pesé, et pour nous, le sectoriel est limitatif. Et étant donné qu'il n'y a aucun secteur qui marche bien, nous pensons que ça aurait été mieux d'avoir une vue globale de la crise sociopolitique, socio-économique que connaît le pays depuis plus que 30 ans. Nous ne pouvons pas responsabiliser l'équipe en place de la malgouvernance. Nous pensons que c'est un héritage des gouvernements passés depuis la chute des Duvalier, les Duvalier d'abord et la chute des Duvalier. Et c'est pour cela que Jovenel Moïse, qui à mon avis, qui se confie beaucoup plus à son ego, et aussi qui n'écoute que ceux qui sont autour de lui. Et ceux qui sont autour de lui ne sont pas politiques et ne comprennent pas les enjeux de l'heure. Haïti, pays failli, Haïti, pays corrompu, un président avec beaucoup de dossiers qui a pu mettre dans le tiroir le rapport sur Petro-Caribé, et qui est fier, qu'il a dit hautement en France, qu'il a dit que c'est heureusement qu'il a des yeux partout, il avait compris la nécessité d'agir dans cette voie-là, parce que personne autour de lui n'a pas cru bon de lui dire que la voie empruntée est tuatoire. Et aujourd'hui, il fait un dialogue national, il fait un dialogue avec une équipe qui progressivement se désagrège. Le président du comité a démissionné, d'autres membres ont démissionné et d'autres membres vont démissionner. On dit que le comité de pilotage continue à travailler quand même. J'ai vu des notes de certains d'entre eux. Bon, il y a des gens qui, à mon avis, qui ont tellement parlé de ce dialogue, qui pensent que le faire n'importe comment,
c'est un moyen, un échappatoire pour leur donner une satisfaction personnelle. Excusez-moi si je vous dérange en ce sens, vous qui m'écoutez et vous qui êtes visés par ce que je viens de dire, mais je pense que la satisfaction personnelle est loin de pouvoir régler les difficultés auxquelles font face différentes et couches de la société. On n'a plus aujourd'hui de classe moyenne, elle s'appauvrit de plus en plus et aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler de classe, on a de grands commerçants qui constituent une certaine classe affaires, de grands détaillants. Et par rapport à la République dominicaine, nous n'avons pas de classe affaires vraiment réelle. Et par rapport à notre budget, notre économie pauvre, nous avons 92 milliards de gouttes de rentrée fiscale seulement. Et un budget de 144 milliards avec une infime subvention de l'international, l'appui budgétaire est très faible. On ne nous fait pas confiance parce qu'on considère le pays comme étant corrompu, nos dirigeants comme étant des corrompus. Il n'y a pas vraiment un appui budgétaire de la part de la communauté internationale qui préfère, encore une fois, donner son argent aux ONG. Tout ceci pour dire à ceux qui disent travailler au sein qui continuent à travailler, et comment avoir un comité de pilotage flanqué d'une structure et technique proposée par l'exécutif au Palais national. Donc pour vous, ça ne va pas marcher, Edmond Bossy, mais qu'est-ce qui peut être fait pour que ça marche? Moi, je crois qu'il faut fermer cette affaire, ce comité-là. Il faut que le président ait le courage, qu'il prenne son courage à deux mains pour dire qu'il a mal fait son calcul, et que le président qui aurait pu inspirer confiance, je parle de Monseigneur et Kebro, qui a démissionné. Je pense que là, il aurait dû le lendemain même convoquer une réunion avec ceux qui restent de cette commission et dire « Laissez-moi voir moi-même, donnez-moi le temps pour que je puisse consulter d'autres personnalités, que je parle à des partis politiques. Je vais voir moi-même, je vais faire un pèlerinage comme Martelly l'avait fait une fois. Je vais voir certains leaders de partis politiques et sur cette base, je vais voir comment réorienter la démarche. C'est ce que j'aurais conseillé à Jovenel Moïse. Alors, sur la question du remaniement ministériel, on fait tant de bruit concernant ce remaniement du cabinet ministériel, des problèmes entre l'exécutif et le législatif. Bon, moi, je crois que ça rentre dans la malgouvernance aussi, puisque vous avez un gouvernement qui ne donne pas de résultats. La malgouvernance ne concerne pas uniquement l'exécutif, ça concerne aussi le judiciaire et le législatif. Toujours dans la dynamique qu'un pouvoir doit arrêter un autre. Le pouvoir législatif, pour moi, est dysfonctionnel. Le pouvoir législatif aurait dû déjà convoquer cet exécutif, l'autre branche, je parle du gouvernement, et donner un vote de non-confiance à ce gouvernement. Il n'y a pas de résultat, rien n'est fait, tout est bloqué. Même avec la caravane, même au moment de démarrer la caravane, s'il y avait un pouvoir législatif, on aurait dû interpeller le gouvernement, immédiatement interpeller le gouvernement et dire que nous ne comprenons pas. Le président, il est mineur et il agit en quel nom? Puisque le budget, une fois voté, notre vote est accordé à vous, en tant que chef de gouvernement. Nous avions reçu votre politique générale et c'est sur cette base qu'on vous a accordé un vote. Ils auraient dû renvoyer le gouvernement. Quelles sont vos attentes à propos de ce remaniement? Aucune. Je n'ai aucune attente parce que le problème, ce n'est pas un individu. Je crois que c'est un problème d'équipe et un problème de malgouvernance, un problème, je vais continuer à répéter ça. Et il y a aussi le dysfonctionnement du Parlement qui aurait dû déjà... Aucun ministre n'est interpellé, aucun ministre n'est renvoyé. Donc je ne crois pas que c'est le ministre de la Justice qui pose problème. Il y a la sommation aussi. Oui, par le député. Par les 16 députés. Oui, mais écoute, 16 députés, est-ce que c'est ce qui est dit dans la Constitution? 16 députés, donc 16 ou bien 5 ou bien 16, peuvent demander au bureau d'interpeller. Donc, ça peut terminer par un vote de confiance ou de non-confiance. Donc, il n'y a pas de sommation. Donc, c'est pour dire que toutes les structures du pays sont dysfonctionnelles. Il n'y a pas de conseiller au Parlement pour dire à ces députés, c'est pas ainsi que ça fonctionne. Vous avez pouvoir d'agir selon la Constitution pour demander, ou bien voir si vous pouvez avoir une majorité avant de faire cette interpellation, mais vous interpellez quand même pour montrer votre désaccord par rapport à ce que fait le gouvernement. Donc, mais vraiment, je ne comprends pas. J'ai entendu cette sommation, je dis franc. Quoi faire aujourd'hui en quelques secondes, Edmond Bossy?
Quoi faire aujourd'hui? Je crois que le président Jovenel Moïse doit comprendre que le pays n'est pas gouverné. Et je crois que ce n'est pas la première fois que je le dis. Je le redirai pour que le président Jovenel Moïse comprenne que le pays n'est pas digéré. Il est garant du bon fonctionnement des institutions. On dit que les 5 ministres qui sont choisis, et les députés sont fâchés parce que c'est directement le parti PHTK via son chef indirect, le président et l'ancien président Martelly. C'est lui qui a fait choix de ces 5 ministres pour contrer et les agir, si je peux dire ça entre guillemets, des députés majoritaires du PHTK, parce que il y a pas congruence dans le travail qu'effectuent ces parlementaires et le PHTK. Donc, tout ceci, je dis, laissons ce qui se passe à l'intérieur du parti au pouvoir pour revenir à nos institutions. Le président doit laisser le Parlement faire son job, mais le Parlement doit comprendre son job aussi. Et je crois que les partis politiques sont là. S'il y a des parlementaires qui sont dans l'opposition et qui veulent comprendre comment exercer cette opposition, nous sommes là et je veux leur offrir mes services gratuitement. Je viendrai accompagner ces députés et ces sénateurs pour ensemble construire cette opposition démocratique. C'est nécessaire pour le pays, je crois. Mais le dialogue, je vais le redire, il nous faut faire ce dialogue politique, c'est nécessaire, mais pas les états généraux sectoriels. Merci beaucoup, Mme Edmond Subis-Bozil, présidente de la Fusion, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Rothschild, merci aux auditeurs et aux auditrices. Merci. Alors, comme annoncé, le ministre de la Défense, Hervé Denis, est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de la question de l'armée. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aussi aux nombreuses auditrices et auditeurs de RFM. Alors, monsieur le ministre, on a commencé tout d'abord avec un dossier qui fait actualité ce matin, c'est la question des anciens militaires qui ont délogé à Delma et aussi dans la zone de Péligre. Et ça passe exactement? En fait, le mot ancien militaire n'est pas très approprié parce que c'est du monde qui se faisait passer pour anciens militaires. Mais nous avons fait un communiqué sorti et nous étions très clairs là-dessus. Nous avons dit que le monde qui a utilisé soit uniforme armé ou bien qui a fait passer comme militaire et que le cadre qui existait, c'était le cadre des militaires démobilisés et c'est là seulement qu'il y a d'anciens militaires. Donc tout le monde qui a pu utiliser l'île, nous comprenons que à un certain moment, il y a une période de flottement, de flou dans le pays, mais maintenant, on a un gouvernement et depuis au moins à plusieurs reprises depuis le gouvernement de Préval, qui a été élu démocratiquement, celui du président Martelly et maintenant le gouvernement du président Jovenel Moïse. Donc, je pense que nous avons marché de plus en plus vers le renforcement des structures démocratiques d'un pays. Donc, on y a, faut monde suspendre avec ces flous. Et donc, c'est pour cette raison, nous-mêmes, nous comme gouvernement qui prend rôle nous très au sérieux, c'est que nous avons mis le pays en ordre pour que le pays soit capable d'institutions pour fonctionner. Donc, tu vois que c'est la police nationale qui a mené l'opération. Est-ce que ça a été fait en concertation avec nous-mêmes au niveau du ministère de la Défense et l'armée? Le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, a été diligenté une réunion entre les ministres de la Justice et de la Défense et entre les deux chefs des deux branches de la sécurité, c'est-à-dire le commandant en chef des forces armées ainsi que le directeur général de la PNH. Il y avait un membre également du bureau des militaires démobilisés. Et là, donc, ce qui devrait se suivre a suivi, c'est-à-dire l'intervention de la police, parce que nous considérons que c'est un cas tout simplement de police. Alors, monsieur le ministre, concernant les anciens militaires, qui à venir, parce que effectivement, il y avait un bureau qui assurait la gestion du dossier des anciens militaires. Qui ça nous capable de dire anciens militaires aujourd'hui? Ça peut être qui est capable de servir toujours le pays? Bon, un bureau de militaires démobilisés qui est dirigé par le colonel Justafort. Son bureau, évidemment, maintenant avec le retour de l'armée, qui normalement me pensait à certains moments qui peut absorber par l'armée, qui a une structure qui est capable de faire le travail que vous avez faire. Donc, ça nous est capable de dire, bon, je crois que c'est clair que l'armée est de retour. L'armée a des règlements qui dirigent, qui maintenant
Nous travaillons pour que ces règlements soient revus et adaptés au temps nouveau et à la nouvelle philosophie de l'armée, mais il y a un règlement qui l'a. Et il a fonctionné. Donc, ça me capable de dire, bon, et je pense que tout ça qu'on a de servir, je crois que le commandant-chef a fait sortir on communiqué lui-même pour le dire que carrément les catégories, différentes catégories militaires ça. Donc, là que je prends contact avec les services et puis ensuite nous continuons. Évidemment, et moi-même plus focus sur les nouvelles recrues que l'armée aura à engager. Moi, c'est beaucoup plus vers la jeunesse. Maintenant, évidemment, il y a des militaires qui ont une expérience. Tout l'état-major en est un cas et que nous avons besoin d'expérience ça. Mais dans notre fort intérieur, ce qui m'intéresse, c'est surtout les nouvelles générations qui vont faire partie de l'armée. Alors, juste avant de parler de nouvelles générations, qui appelle au TACABLA, c'est justement un ancien militaire démobilisé Sao qui toujours a gros espoir. Bon, c'est-à-dire espoir gagné, et si nous avons des critères nous mettons qui sont très clairs, c'est-à-dire qu'un certain nombre de tranches d'âge pour capable servir dans l'armée, ça là dans toujours, très certainement, est capable peut-être rejoindre nos capacités. Mais ça, moi-même, je pense que je voulais quitter question ça beaucoup plus. Et c'est des questions techniques et qui voulais quitter au niveau du commandement en chef, ou de l'état-major. Alors, monsieur le ministre Hervé Denis, qu'est-ce qui se passe pour le moment donc après la constitution du état-major, qu'est-ce qu'on aura les bataillons, etc. Qu'est-ce qui se passe? Très bonne question. Et l'état-major travaille. Et régulièrement, nous avons des rencontres hebdomadaires entre le ministère et l'état-major. Donc, nous fixer les différents points. Et il travaille. Et il faut également des moyens. Mais je crois que avant qu'on arrive au recrutement et proprement dit, il y a toute la structure des cadres intermédiaires que faut nous gagner. Il y a travaillé sur ça tout pour que immédiatement après nous lancer le recrutement. Donc là, ça veut dire que mais nous connaissons que tu as un recrutement que tu as fait déjà. Ah ben c'est moi qui t'ai initié libre, donc je connais très bien. Mais l'objectif était double, je t'ai dit déjà. Et c'était d'abord, c'est pas un recrutement d'arriver pleinement au recrutement. Nous étions très conscients que le recrutement t'apprend plus que ça. Mais disons que nous faisons collecte de données qui est un premier élément d'un recrutement. Même dès que l'autre objectif, aujourd'hui, je suis capable de dire avec satisfaction que m'atteignons. L'objectif, ça, c'était d'arriver à pouvoir trouver des moyens pour pouvoir arriver à mettre l'armée sur pied, à rétablir l'armée. Je crois que nous avons adressé nous premièrement à la Constitution qui c'est une exigence. Deuxièmement, promesse électorale que le président a fait. Et troisièmement, adresser aux jeunes un motif d'espoir, quand même, il a quitté le pays, il est capable d'intégrer l'armée. Et également, après le départ de la MINUSTA, il fallait quand même s'adresser à la population pour leur faire sentir quand même que nous allons revenir et aussi à la communauté internationale pour leur faire comprendre également que nous entendons être responsables de notre destinée. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'on aura un nouveau processus de recrutement qui sera bientôt lancé? Comment ça va se passer, monsieur le ministre, quoi? Non, disons on va poursuivre ce qui a été fait, une partie de ce qui a été fait. Et puis, donc, ce qui a été fait, ceux qui ont été, ça qui est inscrit, ils n'ont pas gagné pour réinscrire. Nous sommes capables de juste rappeler. Maintenant, il y a une étape que tu suives déjà. Donc, étape ça, là, peut-être que tu as besoin d'actualiser. Quelqu'un, au monde qui te font test de santé, comme santé, son bail qui est très dynamique. Donc, il est capable peut-être d'appeler pour repasser ce test-là. Mais nous pas très avancés. Après ça, nous avons un test intellectuel. Très certainement, on va le relayer. Ça qui est passé premier pour capable passer lui. Mais encore une fois, et me laisser tout dossier ça au niveau de l'état-major qui lui-même maintenant il y a des responsables pour ça. Alors au niveau objectif gouvernement sur la question du nombre de ces recrues, est-ce que nous avons une idée, ministre Hervé Denis? Bien sûr, objectif final là, c'est d'atteindre 5000. Évidemment, nous ne pouvons pas atteindre du jour au lendemain, mais pour cette année, puisque nous sommes déjà à mi-mandat, je dirais, fiscal,
et nous, objectif, nous, c'est 500 hommes et femmes. Maintenant, de 500, ça, on va répartir entre peut-être certains cas d'intermédiaires et autres. Maintenant, encore une fois, et je laisse le soin à l'état-major de bien pouvoir faire ces répartitions-là. Mais très certainement, nous allons avoir 500. Ça me connaît, me discuter avec mes patrons et ainsi que le ministère des Finances et à mettre nous en disposition pour que nous soyons capables d'avancer ça. Alors, nous connaissons que quand même l'armée, donc il y a différents grades, donc la paquet de généraux qui l'ont mis, après il faut qu'il y ait un colonel, il faut qu'il y ait un capitaine. Est-ce que vous avez une idée de comment processus ça hier jeudi, ministre Hervé Denis? Très juste, il y a des propositions qui auraient à le faire pour que justement ces cas d'intermédiaires que nous avons là, et que a brivé rapidement météo, c'est d'autant plus important pour nous parce que nous avons besoin de lancer, par exemple, une fois que nous avons fini avec le recrutement, il faut nous lancer maintenant ces processus de formation. Faut capable. Mais évidemment, et comme moi, Rome ne s'est pas fait en un jour, nous allons le faire graduellement et en fonction des disponibilités. Est-ce qu'on peut dire que cette année, on pourra commencer à voir cette armée à l'œuvre, monsieur le ministre? Bon, elle est déjà à l'œuvre. Oui. Parce que à chaque fois, avec un brillant que nous gagnons, et c'est un corps de génie, nous sommes à l'œuvre. Mais là, ma bonne nouvelle, le président va aller ouvrir bientôt et parti et un élément, on parti dans la caravane. Côté nous-mêmes, nous allons jouer un rôle, nous allons jouer là-dedans. Donc, m'espérer que nous allons gagner équipement. Le président a fait nos promesses là, que nous allons gagner et que nous sommes capables d'avancer. Et là encore, nous allons travailler en pile pour curer, en pile rivière, où on est depuis 20, 25, 30 ans. Il y a en pile rivière, en pile canot pas curé. Et c'est ça qui pose en pile dommage. Et c'est une vocation et nouvelle armée, ça, corps de génie, nous allons aider au moins à résoudre ce problème-là. Et là, c'est continuation de travail qui t'a fait là, et qui fait déjà, et bien nous allons amplifier grâce à l'aide que le président va apporter à l'institution. Est-ce que vous avez comme si on mélange entre ce travail que fait le président de la République, c'est un travail de développement, mais il y a un secteur politique qui est capable de dire qu'on mélange qu'a fait là entre l'armée, président Jovenel, etc. Comment on peut faire ça pour éviter toute confusion? Pas du tout, parce que vocation et armée, c'était ça, et corps de génie nous dit qu'il faut armée au service du développement. Et maintenant, le président de la République, c'est de voir parce qu'il parlait de caravane pour le mettre en disposition parce qu'il est, après tout, le président de la République, que l'a mettre les moyens à notre disposition pour que nous atteignions l'ambition que l'institution gagne. C'est pas rien de personnel que l'a fait, son bail au service du pays. Au contraire, c'est bienvenu. Alors, concernant les autres corps qui étaient prévus au niveau de cette armée? Bon, les autres corps, au fur et à mesure, ils vont venir. Mais comme moi, je dis que nous-mêmes, nous te mettons en phase là, sous corps de génie, c'est lui-même que nous avons moyen d'abord. Et il y a le corps médical aussi qui est là. Et ensuite, bon, les autres corps, même à l'état embryonnaire, et n'a privé météo sous pied. Mais maintenant, encore une fois, il me va avancer trop là-dessus. Je vais quitter la question ça à l'état-major là. Alors, donc ça veut dire qu'on peut dire que ça avance, on peut dire, monsieur le ministre? Ah, moi, je suis très optimiste. N'a pas avancé depuis que nous arrivons au gouvernement. Le dossier armé, il a avancé considérablement. Et je suis capable de dire que nous sommes très satisfaits jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, là, c'est qu'on a mis parcours, ça me aller au niveau de l'exercice budgétaire pour cette année. Et en termes de moyens, est-ce que le gouvernement va mobiliser les moyens nécessaires pour que cette armée puisse faire son travail, puisse grandir, quoi? Oui, bon, nous-mêmes, nous sommes quand même des dirigeants responsables. Et à la fois, nous avons un objectif particulier, c'est faire l'armée à instaurer et que la marché. Mais en même temps, nous sommes conscients aussi que le gouvernement a une marge de manœuvre financière. Donc, nous ne sommes pas capables, en même temps, capables de demander toute bagaille. Donc, l'adéquation que nous faisons, c'est en fonction de l'objectif nous et qu'est-ce qu'il y a au point de vue financier. Et nous arrivons, c'est l'adéquation ça qui permet nous qu'actuellement nous dit nous sommes capables de faire une première vague de 500 hommes et femmes. On a une idée côté chiffres? Et de montant? Oui, montant. Et bon, il y a un budget qui a été fait
et ça va aux alentours de 2 milliards. Alors, en ce qui concerne l'international, est-ce qu'on peut dire que les lignes commencent à bouger au niveau de la communauté internationale par rapport à cette armée Hervé Denis? Oui, définitivement. Moi, l'international depuis quelque temps, et en général, certains d'entre eux disent que Haïti est un pays équilibre, souverain. Donc maintenant, nous voulons dépasser ce discours et nous voulons que maintenant, que l'international la comprenne que Haïti, ça n'a pas fait, son bagage purement démocratique, son bagage qui est respectueux de la Constitution. Son prescrit de Constitution qui dit qu'il faut qu'il y ait 2 forces de sécurité. Donc, nous-mêmes, discours nous connaissons au niveau de l'international, c'est que si vous voulez accompagner nous à bâtir, si vous voulez, une structure de sécurité dans le pays, c'est-à-dire police nationale et forces armées d'Haïti, qui chacun, après la Constitution, a un rôle. Et donc, nous-mêmes, nous sommes capables vraiment de parler et nous penser que nous avons fini par atteindre cet objectif-là avec les amis de la et communauté internationale. Ouais, récemment, je suis au Mexique, c'est ce discours que je baille et je crois que l'équipe nous travaille au Mexique pour que nous soyons capables de développer une forme de coopération et au point de vue de génie militaire avec le Mexique et nous, comme nous gagnons avec l'Équateur et comme nous souhaitons gagner avec le Brésil et autres pays. Et concernant les grands voisins du Nord, le Canada, les États-Unis, la France, c'est les pays de l'Union européenne, etc. Et est-ce que ça avance aussi, ça progresse? Oui. Nous sommes ouverts et nous discutons avec tous les pays. Et les États-Unis, évidemment, c'est incontournable. Mais je pense que c'est là aussi, et n'a pas bougé au fur et à mesure. Et construire quand même une institution, c'est pas du jour au lendemain. Ouais, il faut que nous-mêmes nous capables de prouver aussi notre bonne foi, notre capacité et notre sérieux. Et moi-même, pas peur pour ça. Je connais que au sein de ce ministère, c'est ce que nous faisons. Donc, comme j'ai dit à beaucoup d'amis de la communauté internationale, observez-nous. Vous verrez que notre discours est cohérent. Ça n'a pas fait aller sérieux. Et puis, je connais qu'on va venir. On va embarquer avec nous parce que ce que nous faisons, son travail n'a fait pour le peuple là, c'est de participer au développement du pays. Alors, l'une des questions qui avait été évoquée justement lorsqu'on était revenu avec le dossier de l'armée, c'était la protection au niveau de la frontière. On voit que du côté des Américains, il y a 6 congressmen qui ont écrit à l'administration Trump pour demander à l'administration Trump d'aider Haïti à vraiment dans la collecte de ces 400 millions de dollars américains qui partent en fumée. Ce manque à gagner pour Haïti qu'on n'arrive pas à collecter au niveau de la frontière en raison de la contrebande. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, selon vous? Ah, tout à fait. Pendant que m'appelais là, vraiment, j'ai un ami me l'a envoyé ce matin, m'appelé et me dit quand même, ça prouve nous encore une fois de plus l'importance que nous sommes capables de gagner les forces de sécurité concertées pour que nous ayons action sur la frontière. Vous voyez, donc, je crois que le congressman a bien comprendre la réalité pays et peut-être que, bon, il n'a pas dit, il n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Mais je crois que ça veut dire qu'il allait en droite ligne de ça nous penser. Aussi, le renforcement de la frontière, le contrôle de la frontière. Là-dedans, il parlait même des cas de narcotrafiquants, de tout ça. Et je pense que tout ça, ce sont des éléments que nous sommes très soucieux de eux-mêmes. Et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Et que nous-mêmes, nous avons besoin également de renforcer nous et présence nous sous frontière là comme la Constitution l'exige. Donc de pas avoir vraiment un problème que bon s'il y a une décision prise très clairement par le président de la République pour déployer les militaires au niveau de la zone frontalière. Mais c'est dans les plans également et ça devra se faire et comme on dit, le problème frontière là tellement complexe, il n'y a pas que l'armée. La police a un rôle à jouer, nous avons un rôle à jouer. Il y a d'autres services, il y a la commission du contrôle frontalier qui a un rôle, la douane a un rôle, le ministère du Commerce, il y a tout. Alors c'est une approche mutualisée que nous-mêmes nous proposons. Voyez, même ne serait-ce que pour avoir un local, il faudrait avoir tous ces services-là. Premièrement, ça, et puis il faut avoir des services qui sont capables de protéger mon physiquement, et il y a toute une question de
des primes d'éloignement, il y a toute une série de problèmes, mais n'empêche que frontière là, c'est un grave problème qui méritait que adresser lui, parce que c'est l'argent n'a perdu la donne, l'argent que nous gagnons pour nous dépenser, pour nous mettre des structures sur pied la donne, largement compensé par ça n'a pas rentré, c'est vraiment nous un travail solide que nous fait la donne. Et au niveau de la marine, il y a la marine, la garde-côte haïtienne au niveau de la police nationale. Est-ce qu'on devra avoir bientôt aussi une marine du côté des militaires? Bon, c'est la fonction, et c'est l'une des fonctions, je dirais, régaliennes de l'armée. C'est-à-dire, nous, c'est protéger les frontières terrestres, maritimes et aériennes. Maintenant, il faut bien comprendre que de côté, nous avons toujours joindre des passerelles entre l'armée et la police. Et ça n'a pas existé avant, mais c'est là que peut-être n'a pas orienté nous, et nous souhaitons que vers une forme de conseil national de sécurité qui est capable de définir les limites de chacune de ces. Même Guédouadou, par exemple, dans le cas de la marine, par exemple, la surveillance de la haute mer, et la surveillance des ressources halieutiques, tout ça, c'est responsabilité de l'armée. La police, c'est beaucoup plus au niveau de la côte. Vous voyez, donc, je pense, par exemple, moi, je cite toujours ceci comme type de collaboration qui peut exister entre la police et l'armée. Si, par exemple, en haute mer, nous arraisonnons en espace territorial haïtien, bien sûr, nous arraisonnons un navire des trafiquants, mais arriver sur la côte, c'est à la police qu'on les remet. Voilà des types de formes de coopération qui peuvent exister. Donc, moi, c'est qu'il y a des cours conjoints aussi. Il y a toute une série d'activités conjointes. Donc, non, il n'y a pas de problème. Et il y aura ce corps de la marine. Maintenant, il y a une approche peut-être où capable de combiner dans un premier temps marine et aviation, parce que maintenant la marine beaucoup plus gagne des troupes héliportées quand il s'agit de questions de catastrophes, ou capable de gagner hélicoptères qui dans la marine, ou capable de gagner tout ça. Donc, je pense dans un premier temps, parce que faut nous très économes dans les moyens, nous avons besoin de créer une série de corps, donc, mais là, nous sommes capables de créer des corps qui peuvent cheminer ensemble. Alors, concernant les relations avec la police nationale, est-ce qu'on peut dire que jusqu'à présent, ça se passe bien? Ministre Hervé Denis, récemment, vous avez été à la primature lors de cette rencontre avec l'armée, la police nationale, sous la conduite, bien sûr, du chef du gouvernement, qui est le président du CSPN. Est-ce qu'on peut dire que les relations entre la police et l'armée, elles sont cordiales aujourd'hui? Dans mon esprit, je n'ai jamais pensé à autre chose. Donc, je crois que c'est normal que le comme ça, et parce que je suis très certain du rôle de chacune de ces institutions. Alors, pour terminer, ministre Hervé Denis, récemment, en clair, ça veut dire que le haut commandement et le gouvernement ont agi avec rigueur contre toute tentative, Sam Kaele, qui t'a fait au niveau de l'institution militaire, des jeunes militaires, pour capable de recommencer à ça qu'on fait avant. Nous n'avons pas autorisé aucune dérive. Et je crois que nous sommes très sérieux, nous montrons les. Donc, je crois que c'est ça qui rôle nous, et puis là pour on est très discipliné. Une fois que le règlement nous généraux nous sorti, vous allez voir qu'il y aura des institutions qui vont être là pour renforcer, et si vous voulez, le sérieux avec lequel nous abordons ce travail. Et la loi organique du ministère de la Défense très bientôt pour le présenter, on va regarder la donne. Nous avons un inspecteur général qui la donne, nous avons également une direction qui peut occuper des questions de droits humains et d'équité de genre. Et on a un conseil consultatif qui la donne, qui est capable et composé de gens qui viennent de l'extérieur qui veulent nous aider. Donc, moi, c'est que nous abordons les choses avec beaucoup de sérieux et de modernité, et qui est capable de faire nous croire que l'avenir institution vraiment bien et solide. Alors, merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Défense, Hervé Denis, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de l'évolution de cette nouvelle armée. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, et ce sera toujours une joie pour moi pour me capable de communiquer avec Station. On connaît que nous aimons très bien. En pile. Merci. Merci, au revoir.
Ici s'achève l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu 3 invités aujourd'hui. Le président de l'Association des industries d'Haïti, Georges Sassine, la présidente de la fusion des sociaux-démocrates, Edmond Sulpice-Bozil, et le ministre de la Défense, Hervé Denis. Cette émission sera rediffusée à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.